Bonjour. On attend une minute que les gens se rassemblent ou pas? Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis contente, il y a du monde. C'est super. Merci donc de vous être déplacés jusqu'au campus pour cette conférence sur la neuroatypie. C'est aujourd'hui la journée internationale de l'autisme. On a l'immense chance d'accueillir Joseph Chovanec avec nous, qui va nous parler tout de suite après. Donc moi je suis Stéphanie Carle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directrice des relations sociales. Et pourquoi je parle? Parce que j'ai la chance de négocier les accords chez Biomérieux, et notamment l'accord handicap. Et chez Biomérieux, la cause du handicap, elle est très très vieille, j'ai envie de dire, puisque le premier accord handicap a été signé à La Balme en 97. Donc ça date un peu. Depuis, on a toujours renouvelé nos accords qui nous engagent auprès des personnes en situation de handicap. Notre dernier accord date de 2022. Il se termine à la fin de l'année. Donc on va reparler avec les partenaires sociaux en septembre pour renouveler cet accord ou le proroger, on verra, parce qu'il est très fourni déjà. Et du coup, dans cet accord, le dernier accord qu'on a signé, on a voulu mettre 2 points un peu plus d'attention focus sur notre accord, qui sont donc le cancer et les neuroatypies. Donc on a mis en place tout un tas de partenariats avec quelques écoles, notamment à Grenoble, sur ce thème de la neuroatypie. Et du coup, on accueille aujourd'hui donc Joseph, on est très très contente, qui est un homme passionnant, vous allez voir, puisqu'en 2 minutes, quand je suis arrivée au campus, 2 personnes m'ont sauté dessus en me disant il est passionnant, il est passionnant. Donc je pense que ça vous met un peu la pression, mais je vais céder la parole à Sophie pour que tu nous parles un peu de la conférence. Merci Stéphanie. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Sophie Ablotte. Je travaille pour le fonds de dotation Biomérieux pour l'éducation. Je suis chargée des partenariats. Je représente toute l'équipe aujourd'hui qui s'est fortement mobilisée pour organiser cette conférence avec l'équipe RH et handicap. Donc merci pour cet événement, c'est très important. On est vraiment très très heureux au sein du fonds de dotation d'organiser cette conférence ensemble. Donc le fonds de dotation, comme vous le savez, œuvre pour l'égalité des chances. Donc nous soutenons des projets dédiés à l'éducation des jeunes enfants entre 0 et 8 ans. Et pour nous, l'éducation inclusive est une priorité. Donc depuis janvier 2024, on accompagne en fait l'association ATIS, qui est vraiment un partenaire coup de cœur pour nous, qui œuvre du coup pour l'inclusion précoce des jeunes enfants autistes dans les écoles ordinaires. Donc on est ravis de réitérer cet événement. On l'avait déjà organisé l'année dernière. On a une formidable mobilisation et on vous remercie vraiment pour votre présence à toutes et tous. Et puis je vais donc laisser la parole à Aurélie Soyer, qui est la présidente de l'association ATIS, et Annabelle Roch, qui est la fondatrice de l'école ATIS. Elles vont pouvoir vous présenter toutes les merveilleuses missions qu'elles accomplissent auprès des enfants et des familles d'ailleurs. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup Sophie, et un grand merci en effet à tout le monde, et en particulier évidemment au fonds de dotation Biomérieux pour l'éducation, parce que c'est vrai que votre soutien est le plus important pour nous. Ça nous a permis aujourd'hui de nous dire que on peut accueillir ces enfants, on peut les soutenir, on peut les accompagner. Et je pense que on peut peut-être diffuser en fait un reportage qui présente ce qu'est l'école ATIS, parce que finalement en vidéo c'est beaucoup plus parlant, et après on pourra reprendre derrière et vous donner 2-3 chiffres, 2-3 infos avant de laisser la parole à Joseph Chovanec, et on est ravis d'être là et à ses côtés. Merci. La scolarisation des enfants autistes représente l'un des défis les plus importants de l'école aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du Sénat qui dressait ce constat l'an dernier. Dans la métropole de Lyon, depuis 2016, il existe une école privée hors contrat qui accueille des enfants autistes atteints de troubles sévères. Un enseignement très adapté, vous allez le voir, qui sert aussi de pont vers l'école ordinaire. C'est un reportage de Valérie Bonnet et de Laure Crozat. Et comment tu te sens aujourd'hui? T'es contente? Ah non, elle est en colère. Okay. Partager son humeur du jour ou une chanson avant les différents ateliers de la matinée. ATIS, reconnue école privée hors contrat, propose une prise en charge adaptée
avec au minimum un adulte pour chacun de ces enfants différents. On est une équipe de 12 personnes, donc on est 4 professionnels à temps plein en éducation spécialisée. Et après, on a des thérapeutes qui sont là chaque jour différents. Donc on a une psychomotricienne, une ergothérapeute, une musicothérapeute, une psychologue, une orthophoniste et une professionnelle en sport adapté. Et s'ajoute à ça des bénévoles et des stagiaires qui nous aident au quotidien. Tous font travailler les jeunes autistes à mieux gérer leurs émotions et sensations. La méthode comportementale américaine ABA, aujourd'hui largement reconnue, les aide également à gagner en autonomie. La méthode ABA, ça permet de motiver quand là, en l'occurrence, elle aime bien les lunettes. Et ça lui permet d'être motivée pour continuer à travailler. Et donc à chaque fois qu'elle réussit un exercice, je lui donne ce qu'on appelle un renforçateur. C'est une école à mi-temps, 3 à 4 demi-journées par semaine, qui permettent aussi aux parents de souffler un peu. Ah, parce que s'occuper d'un enfant autiste, ouais, c'est pas évident. Soit ce sont des enfants qui sont très actifs, il faut tout le temps les surveiller pour pas qu'ils fassent de bêtises, soit ce sont des enfants qui sont au contraire hypotoniques, très mous, et qu'il faut les stimuler en permanence. Donc oui, c'est fatigant, c'est épuisant d'être parent d'un enfant avec des troubles du spectre de l'autisme. Et c'est sa particularité. Ati s'accompagne aussi sur le chemin de l'école ordinaire. Tous les après-midi, Anatole retrouve ainsi sa classe de maternelle, où le personnel de l'éducation nationale a été lui initié aux spécificités de son handicap. C'est vrai que les professionnels qui s'occupent de lui donnent des outils pour pouvoir être avec les autres. Et ensuite, on essaye de les réutiliser en classe. Mais sans le travail qu'il fait le matin, on n'y arriverait pas. Enfin, c'est vraiment important qu'il y ait ce partenariat entre les deux. Mieux vivre ensemble et affronter l'extérieur. Atis obtient des résultats qui, pour des parents démunis, n'ont pas de prix. Si, par exemple, cette année, il n'y avait pas Atis, ma fille, elle serait à la maison toute la journée. Donc, oui, c'est plus qu'important. C'est pas grave, c'est moi qui l'ai fait. Il a commencé à parler, son comportement, ça change, en fait, on voit vraiment la différence. Du coup, j'ai aucun regret de tout déménager parce que je viens de loin, de 100 km ici. Et dans un mois, on a déménagé pour pouvoir suivre cette école. Un lieu unique en son genre qui voit la demande exploser, plus d'une centaine d'enfants en liste d'attente. Atis rêve aujourd'hui d'une reconnaissance et de financement pour que son modèle original fasse école dans toute la France. Merci. Donc, en effet, comme vous avez pu l'entendre, c'est une école privée hors contrat. Alors, pourquoi hors contrat ? Parce qu'on n'est pas dans les cases. On n'a pas d'enseignants. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner justement à la scolarisation en milieu ordinaire. Pourtant, malgré tout, on a cette reconnaissance du rectorat qui nous a octroyé cette mention de école privée hors contrat parce qu'ils reconnaissent notre travail, l'implication et surtout ce que ça permet en fait l'inclusion. Donc aujourd'hui, on a un gros travail de plaidoyer pour faire reconnaître ce modèle économique, ce modèle de prise en charge et ça va prendre des années, mais en tout cas, c'est un gros sujet. Annabelle, je te laisse peut-être juste dire aujourd'hui en fait ce qu'il en est dans l'école, le nombre d'enfants. Oui, du coup, on accueille 22 enfants, donc il y en a en effet 127 sur liste d'attente. On voit que ça fonctionne comme mode d'apprentissage, le fait qu'ils soient scolarisés en milieu ordinaire et le reste du temps à 10, on voit que c'est quelque chose qui fonctionne, parce qu'on intervient aussi en milieu ordinaire pour aider les enseignants, les AESH à mieux accompagner l'enfant et à faire une école plus inclusive et une société plus juste. Mais des écoles comme ça, il faudrait qu'elles soient gratuites et qu'il y en ait partout. Et du coup, bon, malheureusement, la gratuité, c'est pas pour tout de suite. En revanche, donc, vous allez peut-être voir, en fait, j'ai créé un fonds de dotation et un projet plus global qui s'appelle FEORA et dont l'objectif va être, dans un premier temps, d'essaimer justement le modèle de l'école Atis et après de fédérer d'autres partenaires, d'autres associations, d'autres projets qui, comme ça, sont peut-être hors case, mais qui, en fait, proposent des solutions complémentaires à ce qui existe aujourd'hui. Donc c'est un vrai sujet. Et pour terminer, vous êtes tous là. Certains ont envie plus ou moins de s'engager.
Vous n'êtes pas obligé de connaître l'autisme pour vous engager à nos côtés. On a déjà eu l'année dernière des collaborateurs de Biomérieux qui ont fait des choses avec nous, qui nous ont aidés à organiser la kermesse, qui ont fait un team building pour pouvoir proposer des activités sensorielles aux enfants. Donc voilà, sachez que aujourd'hui on accueille des bénévoles, on accueille vos compétences en mécénat de compétences ou pour plein de sujets. Et vous verrez après la conférence, on a un petit stand derrière avec Christophe et Lisa qui sont présents. Et si vous voulez découvrir ce qu'on peut vous proposer comme solution de bénévolat ou comme aide, avec plaisir. Merci à tous en tout cas, et on laisse la parole à Joseph Chovanec. Merci. Bonjour à tout le monde, très heureux encore une fois de pouvoir partager ce 2 avril, journée mondiale de l'autisme avec vous toutes, tous. Et on va commencer par un petit quiz si vous le voulez bien. Vous vous en souvenez sans doute, à l'été dernier, on a beaucoup parlé dans les médias de Telegram, la messagerie. Est-ce que vous savez qui est derrière Telegram ? C'est non pas une personne, mais 2 personnes, 2 frères, les frères Durov. Alors, il y en a l'un d'eux qui est très connu, il s'appelle Pavel. Le deuxième est beaucoup moins connu, il s'appelle Nikolai. Je vais vous montrer une photo de chacun des 2 frères. Et si vous le voulez bien, on va essayer de trouver une réponse aux 3 questions suivantes. Première question, lequel des 2 a fait la programmation et lequel a fait le marketing ? Deuxième question, lequel des 2 est autiste et lequel ne l'est pas? On va discuter. Et troisième question, lequel des 2 se vante d'avoir plus de 100 enfants biologiques? On va voir que la réponse sera très facile. Alors, donc ces 2 frères sont très différents l'un de l'autre, très différents. Et pourtant, premièrement, c'est grâce à leur coopération que le projet Telegram a pu naître. Et deuxièmement, peut-être le plus important, c'est que ces 2 frères, même s'ils sont très différents, ils s'entendent à merveille. Ce sont ça les 2 leçons les plus importantes des 2 frères fondateurs de Telegram. Voyez, il ne faut jamais faire équipe avec des gens comme soi. Jamais. C'est une très mauvaise idée. Il faut toujours travailler avec des gens différents de soi. Premièrement, parce que ça permet de faire une complémentarité au niveau des formes d'intelligence, des talents de chaque personne. Et deuxièmement, parce qu'il y a moins de tension. On a toujours des problèmes avec des gens qui nous ressemblent. Papy Zygmunt, je veux dire, Freud appelait ça le narcissisme des petites différences. Les guerres, c'est toujours entre voisins, qui se ressemblent beaucoup. Voyez ? Donc, essayons de ne jamais faire équipe avec quelqu'un comme soi. Et c'est là, justement, qu'on arrive dans cette thématique fabuleuse de la pluralité humaine, de la biodiversité humaine, si vous préférez. Et en quelques minutes, je vais essayer, c'est un vaste défi, essayer de parcourir quelques cas de figure concrets, plutôt dans l'univers des adultes, mais ceci étant, les adultes sont de grands enfants, donc la thématique reste fondamentalement la même. Alors, on pourra me dire, mais Telegram, c'est un cas isolé. Ben non. En fait, quand on y réfléchit bien, quasiment toutes les grandes aventures de l'économie ou de la société reposent sur 2 profils. Voici, si vous voulez, une photo historique. Cette photo-là, elle pourrait figurer parmi les 10 photos qui illustrent le XXe siècle. Cette photo montre la fondation de Apple. Eh bien, vous l'avez compris, il y a l'un des 2 fondateurs d'Apple qui est très connu, c'est Steve Jobs, pas la peine de le présenter, non? Tout le monde le connaît. Donc, brillant manager avec toutes sortes d'idées. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'en fait, Steve Jobs était nul en informatique. Si, c'est vrai. Voilà. Par contre, il avait eu un coup de génie. C'était de s'associer à un 2e personnage qui s'appelle aussi Steve, par les hasards de la chose, mais qui, disons, n'est pas, hyper sexy. Voilà. Donc, à moins d'être vraiment dans le monde de l'informatique, les gens ne connaissent pas le 2e Steve Wozniak. Et maintenant, qu'on se le dise la main sur le cœur, est-ce que vous recruteriez le 2e Steve? Ben non, parce qu'il a une tête chelou, il a des lunettes démodées et il a le même problème de coiffure que moi. Donc, bon, ça, voilà. Par contre, c'est lui, donc, qui faisait les soudures et la programmation, quoi.
C'est grâce à la complémentarité des deux Steve que Apple a pu démarrer. Et comme vous le savez, Steve Jobs est mort. L'autre Steve est toujours en vie. Il continue ses bricolages. Vous voyez ? Donc, comme quoi, heureusement qu'il y a une pluralité humaine dans la vie. Et c'est là qu'on arrive, je dirais, au point le plus important. J'aimerais vous le dire avec cette phrase de Goleman. On reviendra sur Goleman juste après. On devrait passer moins de temps à essayer de hiérarchiser les enfants et au contraire plus de temps à les aider à identifier leurs compétences naturelles et leurs talents et à les mettre en valeur. Il y a des centaines et des centaines de façons de réussir et beaucoup d'aptitudes différentes qui peuvent nous y amener. C'est une très belle phrase que j'aime beaucoup, elle est de Goleman. Goleman, c'est tout simplement celui qui a créé le concept de l'intelligence émotionnelle et de la pluralité des intelligences. Parce qu'avant ça, quelle était la vision qu'on avait de l'intelligence? C'était une intelligence un peu à axe unique. Imaginez que ce stylo fasse un axe vertical. Est-ce qu'on peut classer le long de cet axe vertical les humains en fonction de leur intelligence? En fait, non, c'est une grosse bêtise. Et pourtant, pendant des décennies, on l'a cru. Cette histoire, elle remonte à la fin du 19e, lorsque on avait généralisé la scolarisation en France ou dans d'autres pays, mais on n'avait pas voulu accueillir les enfants différents, qu'aujourd'hui on dirait handicapés à l'école. Donc il y a un médecin, le docteur Binet, qui a été chargé par le gouvernement de l'époque de créer une justification scientifique à la mise à l'écart de certains enfants. Et donc il a créé le test de QI ou de quotient intellectuel. Et donc lui, il est parti de 3 idées. Premièrement, que toutes les compétences humaines se réduisent à un axe unique. Deuxièmement, qu'il y a une hiérarchie entre les humains. Par exemple, un tel est à ce niveau-là et tel autre est à ce niveau-là. Et troisièmement, que tout ça, c'est biologiquement donné, quoi. Évidemment, les régimes politiques du début du XXe siècle ont adoré ces lectures biologisantes de la société, quoi. Mais tout ça, c'est faux. Il y a non pas un axe unique, mais une multitude de compétences et d'habiletés différentes. Chaque personne a des compétences. Ça fait plus de 20 ans que j'ai la joie de me balader dans l'univers du handicap, souvent dans des lieux où on enferme des gens très différents et que parfois des gens qu'on a considérés comme vraiment bons à rien. Et pourtant, je peux vous assurer, je n'ai encore jamais rencontré d'être humain dépourvu de compétences. Souvent, on a zappé ces compétences, on ne les a pas mises en valeur. Donc, mais ça, c'est une faute, justement. Il y a une pluralité des intelligences, ce qu'on appelle dans le charabia la théorie des intelligences multiples. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le vocabulaire que l'on adopte, soyons bien conscients qu'il y a beaucoup plus de compétences et de talents chez les gens que ce que l'on croit. Dans l'univers du handicap, dans l'univers de l'autisme, on rencontrera tant d'autres talents, quoi. Et parfois, on ne sait pas très bien qui est handicapé et qui ne l'est pas, quoi. On pourrait raconter 50 anecdotes là-dessus, mais comme le temps presse, vous excuserez. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est la vulnérabilité ou la faiblesse humaine qui crée les sociétés. C'est la vulnérabilité, c'est la faiblesse humaine qui crée l'économie. Et oui, y avez-vous réfléchi, si on était Superman, est-ce qu'on aurait besoin d'une maison? Pas du tout. On a besoin d'une maison parce qu'on a froid en hiver, ou on n'aime pas quand il y a la pluie qui nous tambourine dessus. Donc, on est en situation de vulnérabilité et donc il y aura le secteur du bâtiment. Si on était en parfaite santé, pardon de le dire, mais Biomérieux serait au chômage, car. Mais oui, voilà, c'est tout simple. L'économie, l'innovation, tout ça, ça procède des faiblesses, des vulnérabilités, des handicaps de l'être humain. Voyez? Et dans l'univers du handicap, souvent on cite 50 000 exemples. Par exemple, est-ce que vous connaissez ce petit appareil-là, la télécommande? C'est récent, ça. Comment on faisait il y a encore quelques années? On se levait, on appuyait sur les boutons de la télé, non? Oui, enfin, pas tout à fait, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se lever. Et justement, ce sont les gens en fauteuil roulant qui ont inventé la télécommande. Vous savez quoi, aujourd'hui, tout le monde a une télécommande. C'est pas beau la vie? Ou alors la valise à roulettes. Je ne suis pas forcément hyper vieux, mais c'est récent la valise à roulettes. Avant, il n'y avait pas.
Je me souviens, il n'y avait pas de valise à roulettes il y a quelques années. Et quand c'est apparu, on se moquait des gens qui l'avaient en disant « Ah, c'est une valise pour vieux, quoi. » Tout le monde aujourd'hui a une valise à roulettes, quoi. Est-ce que vous connaissez ce petit appareil-là? À l'origine, c'était un petit jouet dans une école de gamins sourds. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une grande maison et que vous voulez appeler quelqu'un, comment faites-vous? Vous criez son prénom, Gilles! Et il vous entend à travers les murs. Enfin, s'il est malentendant, justement, non, quoi. Et c'est donc dans une école de gamins sourds qu'ils ont mis en place un petit jouet fabuleux. Et dans cette école bossait un certain Graham Bell et son épouse d'ailleurs aussi. Et petit à petit, ils ont mis en place cette petite machine que tout le monde a aujourd'hui. Voyez, et on pourrait continuer à l'infini. Hein. Voyez, les innovations, la créativité, tout ça découle des difficultés, des faiblesses de l'être humain. Et dans l'absolu, on ne sait pas qui est plus handicapé que l'autre. Hein. Pour le dire avec l'une de mes phrases qui est devenue une de mes phrases préférées, j'en discutais l'autre jour avec un copain autiste et il m'avait dit « Le président de la République est lourdement handicapé. Il a besoin de beaucoup d'aide pour remplir ses dossiers. » Et c'est vrai, je ne connais aucune personne en situation de handicap qui aurait besoin du 10e de l'aide humaine dont bénéficient certaines personnes dites haut placées, quoi. Hein, voyez ce que je veux dire? Une vie de ministre, c'est une vie d'assisté absolu, quoi. Hein. Il y a constamment quelqu'un pour vous dire, Monsieur le ministre, votre voiture est avancée, Monsieur le ministre, votre repas est servi. Je connais ça, j'ai fait le boulot pendant quelques temps, hein, donc je vois un peu à quoi ça correspond. Hein, mais tout ça pour dire que finalement, la personne aveugle qui a besoin d'un bras pour traverser une route parce qu'il y a des bolides qui foncent à 300 à l'heure n'est pas foncièrement plus handicapée que n'importe qui. C'est juste une question de comment on appelle cette aide humaine, quoi. Tout le monde a besoin d'aide humaine. Hein. Personne ne peut vivre totalement seul. Robinson Crusoe, c'est un roman, quoi. On est d'accord, quoi. Hein, voyez. Donc, tout le monde a besoin d'aide et on devrait plutôt mettre en valeur, non pas les difficultés de chaque personne, mais ce que cette personne sait faire, ce que cette personne va apporter à la collectivité. Voyez. L'évaluation, pour moi, ça devrait être de mettre en valeur ce que la personne sait faire. Hein. Souvenons-nous de la phrase de Goldman. Hein. L'évaluation, c'est au sens exact la mise en valeur de telle ou telle compétence. Pourquoi est-ce qu'une évaluation professionnelle, médicale ou scolaire, ça serait de tuer la personne en listant tout ce qu'il ou elle ne sait pas faire? Il est parfaitement normal et humain de ne pas connaître la date de décès de Louis XIV. On peut mener une vie heureuse sans connaître la date de décès de Louis XIV, voyez. Et par contre, il y a des gens qui adorent ça, donc eux, ils vont s'occuper de la date de décès de Louis XIV. L'être humain est complémentaire et l'important, c'est ce que l'on apportera à la société dans un ou deux petits domaines. Voilà, c'est comme ça que fonctionne l'être humain, quoi, voyez. Donc, alors maintenant, si vous voulez bien, on va mettre ça en pratique. Hein. Vous êtes psychiatre, hein, vous devez faire des diagnostics. Voici vos patients. Voilà, donc on va diagnostiquer notre joyeuse équipe ici. Donc lui, là, qu'est-ce qu'il a comme diag à votre avis? Dépressif. Bravo, Bourriquet est très dépressif. Hein. Même si vous allez mal dans la vie, vous vous portez mieux que Bourriquet, à mon avis. Hein. Voilà, vous avez réussi votre premier diagnostic. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Hein. Parfois, on se demande, mais dans certaines entreprises, on se dit, mais moi, je n'ai pas accès au diagnostic des gens. Mais j'allais dire presque tant mieux. Intéressons-nous à la personne. C'est beaucoup plus intéressant que tel ou tel label technique qu'il reste dans le tiroir, hein, le label technique. Ouais. La personne est beaucoup plus intéressante, quoi, hein, et beaucoup plus riche que tel ou tel label diagnostique. C'est là qu'on arrive à notre camarade orange. Bring, bring, bring. C'est quoi? Voilà, il est hyperactif, TDAH si vous préférez le sigle. Hein. Mais est-ce que Tigrou est bête? Non, il n'est pas bête du tout.
Il est au contraire très vif d'esprit. Mais est-ce qu'on va accepter Tigrou à l'école? Non, on va le virer de l'école parce que dans une classe, il y a des petites chaises alignées, il y a des petites tables alignées, puis arrive Tigrou, bang, bang, bang. Mais ça va pas marcher, ça. Donc on va l'exclure de l'école et 20 ans plus tard, on va me dire la fameuse phrase « Mais Joseph, tu vois bien qu'il est déficient ». Oui, enfin, il ne maîtrise pas les mathématiques supérieures. Ok, bon, premièrement, on peut mener une vie heureuse sans connaître les mathématiques supérieures, hein, parole d'ancien matheux, quoi. Hein, ben, voilà. Et deuxièmement, eh bien, peut-être que c'est surtout l'école qui a été déficiente. Vous voyez? Hein. Et j'en discutais avec une amie qui est médecin, elle est d'origine congolaise, et elle m'a expliqué qu'au pays, en plus elle a raison, dans son village d'origine, il n'y a pas de maladie d'hyperactivité, on dit un enfant plein de vie. Les parents sont ravis d'avoir un enfant plein de vie. Et pourquoi, au fond, est-ce qu'il faudrait passer les premières décennies de son existence humaine assis sans bouger sur une chaise, quoi, hein, voyez? Quand on a un certain profil, c'est de la torture. D'autant plus que, connaissez-vous la posture la moins propice aux apprentissages? Vous l'avez deviné, c'est le fait d'être assis, quoi. Qu'est-ce qu'on a choisi à l'école comme posture? Ben, celle-là, justement. Bon, bref, voilà. Ensuite, on a notre camarade rosâtre ici. Hein. Lui, il a même un cumul de diagnostics, je crois, non? Qu'est-ce que vous en pensez, lui, là? Il est dyspraxique, il est bègue, hein, il bégaye, hein, si vous vous souvenez du film, et il est très, comment dire, peureux, anxieux, hein, c'est une personne hyper anxieuse. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que si vous avez le même profil que Porcinet, quelles que soient vos compétences par ailleurs, vous serez broyé sur le plan professionnel. Ben oui, parce qu'on est dans une société qui valorise beaucoup la production de baratin fluide. Est-ce que vous allez être avec une certaine assurance, quoi, hein? Vous voyez, si vous êtes comme Porcinet, quelles que soient vos compétences par ailleurs, dans le meilleur des cas, on ne va pas prendre en compte vos compétences. Dans le pire des cas, vous serez totalement exclu, quoi. Voyez, parce que, eh oui, même si on ne veut pas le dire, l'évaluation des humains que l'on a, elle est extrêmement irrationnelle, quoi. Voyez. Est-ce que vous vous êtes intéressé à des études passionnantes aux facteurs qui expliquent le statut social des gens, quoi? Hein, ça, c'est génial. Hein. L'un des facteurs qui explique le statut social des gens, c'est le mois de naissance. Je m'explique. Quand on est né en janvier, on est beaucoup plus riche que quand on est né en décembre. Alors, c'est rien d'astrologique. Non, non, c'est simplement que quand on est né en janvier, on a quasiment 1 an de plus que quelqu'un né en décembre, on se retrouve dans la même classe que lui. Et quand on a 4 ans ou 5 ans d'âge, 1 an de différence, c'est colossal. Et cette inégalité se perpétue toute la vie, quoi. Voyez? Et on pourrait multiplier les exemples. Et le statut social des gens dépend de facteurs qui sont économiquement irrationnels. Hein? Et donc notre ami Porcinet sera broyé. Puis on a évidemment notre ami Maître Hibou. Dans le monde de l'autisme, on a plein de Maître Hibou. Maître Hibou nous raconte des choses hyper savantes, hyper techniques, totalement déconnectées des besoins du moment. Par exemple, la maison est en train de s'effondrer et Maître Hibou vous fait un exposé savant sur la vitesse des vents, quoi. Hein. Donc il est un peu chiant, hein, voire très chiant, mais il fait partie de l'histoire. Hein. Donc je me reconnais un peu dans Maître Hibou, il faut me rappeler à l'ordre d'ailleurs. Hein. Et le plus important, c'est Winnie. Winnie, c'est le travailleur social modèle, quoi. Hein, pourquoi? Parce que Winnie, lui, il arrive à fonctionner avec tout le monde. Hein. Winnie, c'est un peu notre mascotte. Alors, il n'a pas bac plus 48 en inclusiologie supérieure appliquée, mais il sait faire, quoi. Hein. Il y a des gens parmi nous qui ont ces compétences-là. Autant les mettre en valeur. Le drame de l'école, c'est si vous avez 8 ou 9 ans, vous vous débrouillez super bien en maths, ça on va le remarquer. Et on va vous dire, par exemple, fais des études d'AG, tu vas gagner plein de sous, ce qui est d'ailleurs faux en général, mais passons. Hein. Par contre, si vous avez les compétences de Winnie, on ne va pas les repérer, quoi. Voyez? Donc, comment, j'allais dire, faire en sorte que Winnie soit présente dans le milieu professionnel? Parce que Winnie met fin au conflit. Et oui, l'avez-vous remarqué, quoi? Quand il y a une bagarre quelconque, Winnie arrive, le conflit s'arrête.
quelqu'un qui a ce profil-là, ça vaut de l'or, quoi. Hein. D'ailleurs, si dans une boîte, il y a des conflits, mon diagnostic est tout prêt, hein, c'est que ça manque de handicap là-dedans, quoi, hein, mais bon, on y reviendra. Pas le temps de parler des Schtroumpfs, ça peut-être aussi, on va devoir sauter, hein, mais juste, on va essayer très rapidement, en quelques minutes, de parcourir quelques aspects de la vie professionnelle en lien avec le handicap. Hein. Donc, première étape, c'est le processus de recrutement, quoi. Hein. Oui. La mauvaise nouvelle, c'est que les processus de recrutement, même lorsqu'ils sont menés par une personne bienveillante, sont extrêmement irrationnels. Hein, parce que, et on peut le démontrer, le facteur décisif qui fait ou ne fait pas le recrutement, c'est quelle est la coiffure de la personne, comment il ou elle serre la main, comment il ou elle est assis sur sa chaise, vous voyez. C'est ces facteurs-là qui font le recrutement. Hein. Et si vous ne me croyez pas, je vous propose un exercice pratique. Hein. Alors, c'est une image redoutable. Hein. Alors, il y a un secret hein, dans cette image. Essayons de cheminer tout doucement vers ce secret. Voici donc un personnage de la famille Adams, ça vous l'avez sans doute reconnu, quoi. Hein. Si vous êtes recruteur et vous vous retrouvez face à ce personnage-là, à quoi pensez-vous en premier? Un souci de coiffure, non? J'ai le même problème. Je ne suis jamais allé chez le coiffeur de ma vie. C'est pour ça que mon premier recruteur était un monsieur aveugle de naissance. Au moins, eux, ils voient le monde autrement. Quoi, hein. Mais le problème, c'est que la question de la coiffure, ça se résout en quelques minutes. Hein. Par contre, le point décisif sur ce personnage-là, est-ce qu'on le verra? Voyez? En fait, réfléchissons bien, il est chez lui à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'il a un chapeau et des lunettes noires? C'est pas pour épater qui que ce soit, il est tout seul à la maison. C'est parce qu'il a des problèmes sensoriels, on est d'accord. Et ces problèmes sensoriels, ils sont une source de souffrance, mais aussi un atout. Et pour comprendre l'atout, regardez non plus le personnage, mais le décor. Vous avez vu comme c'est beau, c'est un palais, c'est un château. En fait, c'est un designer de génie. Mais personne ne va le voir parce que tout le monde restera mentalement bloqué sur la coiffure. Voyez? Et j'ai soumis toutes sortes de gens dans le monde anglo-saxon, quoi. Vous voyez, des recruteurs américains qui ont suivi quantité de anti-bias training, vous voyez, ces formations pour ne pas avoir de biais, etc. Et personne n'a réussi à comprendre quelle pouvait être la compétence de ce bonhomme-là. Voyez, c'est ce qu'on appelle un biais de jugement ou un biais cognitif. Hein. Celui qui a consacré sa vie à ça, c'est évidemment Kahneman. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a parmi nous des fans de Daniel Kahneman, je pourrais vous en parler pendant des heures. Hein. Mais ce qui est génial quand on parcourt les études de Kahneman, c'est qu'on comprend à quel point les processus de décision sont en fait irrationnels et à quel point, j'allais dire même sur le plan économique, ils sont irrationnels. Et dès lors, le processus de recrutement habituel, même quand il est mené par une personne bienveillante, en fait, n'aboutira pas à des résultats rationnels. Il faudra repenser le processus de recrutement. Voyez, juste peut-être pour donner un ou deux petits indices. On peut, alors c'est, je dirais, l'option la moins exigeante. Hein, on peut essayer d'avoir un recrutement avec une mise à l'épreuve. C'est ce qui se pratique couramment dans le monde américain. Hein. Même Microsoft pratique ça, quoi. Voyez. Donc, peut-être, plutôt que de regarder le diplôme, on pourrait mettre la personne face à une tâche concrète. Hein. C'est déjà beaucoup plus intelligent sur le plan, on va dire, de l'équité de recrutement. Mais on peut faire mieux. On peut, par exemple, avoir un recrutement proactif. Il y a des associations où il y a toutes sortes de gens en situation de handicap. Pourquoi on ne s'y inviterait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas, par exemple, un après-midi avec eux? Je suis sûr qu'on repartirait avec 2 ou 3 candidats géniaux. Voyez? Et on ne peut pas juste être assis et attendre passivement. Oui, excusez, je ne sais pas comment on peut remettre l'image. On ne peut pas juste être assis et attendre passivement que, par exemple, tel CV génial me tombe sur le bureau, quoi. Voyez? Et puis, troisième chose qu'on peut pratiquer, alors ça a l'air hardi, hein, mais on peut tenter le recrutement aléatoire. Hein, c'est-à-dire, pourquoi, par exemple, on ne pourrait pas recruter littéralement le premier venu, quoi.
Alors, ça a l'air choquant, ça a l'air scandaleux, mais Michelin l'a fait pendant des décennies, quoi. Et ensuite, on voit au bout de 2 ou 3 semaines, que, je veux dire, si on garde ou pas. Voyez, ce qu'on peut dire, hein, c'est que, par exemple, ce qui a permis à des profils hautement atypiques de rentrer chez Michelin, c'était justement cette façon de recruter là. Bon, je crois qu'on a été victime de piratage, mais peu importe. Merci beaucoup. Voilà, merci. Une fois, j'allais dire, la personne recrutée, quoi, hein, voyez, on a bien sûr la question du team building. Pour ça, notre prof, c'est l'inspecteur gadget, évidemment, quoi, hein, voyez. Donc, l'inspecteur gadget, hein, vous le connaissez, il est très fort pour tout ce qui est technologique, mais beaucoup moins fort en relationnel, quoi, hein. Et contre lui, le grand ennemi, c'est le Dr Gang. Le Dr Gang qui veut éliminer gadget à tout prix. Question à vous, pourquoi Gadget alors qu'il est tellement naïf, il est toujours en vie? Et oui, il travaille en équipe, quoi. Mais attention, pas en équipe avec un deuxième gadget. Il se ferait liquider en quelques instants, quoi. Voyez? Non, il travaille en équipe avec des gens très différents de lui, quoi. Voyez? Donc, lequel est le meilleur, lequel est le moins bon, je n'en sais rien. Mais l'important, c'est qu'ils soient ensemble, quoi. Ça, c'est la première leçon de team building de l'inspecteur gadget, quoi. Voyez? Hein? Deuxième petite leçon de vie. Hein? Imaginez, vous devez faire des fiches de poste pour chacune des 3 personnes ici. Vous n'y arriverez pas, ça n'existe pas, quoi, des fiches de poste en adéquation avec les profils là. Donc il faut inverser la logique. Il faut non pas avoir une fiche de poste et chercher la personne qui colle avec, mais il faut d'abord avoir les gens et puis bricoler la fiche de poste en fonction. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le job crafting. C'est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus efficace, parce qu'il n'existe aucune fiche de poste qui corresponde au profil de l'inspecteur gadget. Donc, en fait, ça veut dire que vous ne recruterez jamais l'inspecteur gadget. Voyez? Donc, ça c'est un point assez fascinant, quoi, hein? Et donc, la dynamique de groupe est totalement unique dans ce cas de figure-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus on réfléchit non pas en termes de recrutement d'une personne unique, mais on réfléchit en termes de micro-équipes qui ont l'habitude de performer ensemble. Et en fait, cette micro-équipe, elle fonctionne comme une super personne, quoi. Voyez? Et donc cela permet à des gens qui ont des profils hautement atypiques d'avoir de la performance en entreprise, quoi. Voyez, et de rester durablement au poste. Parce que c'est ça le dernier point, le plus essentiel. Comment est-ce qu'on va faire dans la durée? Alors, le terme horrible qu'on entend souvent, c'est un terme que je déteste, c'est maintien dans l'emploi, comme s'il s'agissait d'un boulet, quoi, quelconque. Non. Non, c'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est de voir comment on va faire sur le long terme. Pour ça, il faudra réfléchir au logement. La plupart des employeurs ne se soucient pas du logement de leurs collaborateurs. Les derniers à l'avoir fait hors handicap, c'était les charbonnages de France, il y a un siècle, quoi. Voyez? Donc, non. Mais si on veut devenir recruteur inclusif, il faudra savoir si la personne a un logement. Parce que vous pouvez être un génie cosmoplanétaire et ne pas savoir trouver un logement ou s'en occuper, quoi. Voyez? Deuxièmement, la question des transports. Et oui, la plupart des gens en situation de handicap n'ont pas le permis. Comment on va faire? Il faudra réfléchir à ce sujet-là. Sinon, on ne sera pas un recruteur inclusif. Et il y aura une dimension d'accompagnement avec beaucoup de volume horaire humain dans les premiers temps. Mais il faudra le garder à long terme. Et même si la personne se débrouille très bien, peut-être que vous ne le savez pas, mais en fait, la personne n'ouvre jamais son courrier. Et donc, il y a une accumulation de courriers avec en tête du trésor public, quoi, dans sa boîte aux lettres, quoi. Vous ne le savez pas. Ou alors, la personne n'a plus d'eau chaude depuis 10 ans. Vous ne le savez pas non plus. Vous voyez? Et on peut continuer la liste. Hein, donc, il y a un accompagnement humain à long terme, même quand tout a l'air de bien se dérouler, quoi. Vous voyez? Ça, c'est très important. Puisque, pour terminer, je vais peut-être partager un petit souvenir personnel. J'ai une jumelle astrale très connue. Vous savez ce que c'est une jumelle astrale ou un jumeau astral? C'est une personne née le même jour que vous, quoi.
Voilà. Et donc, ma jumelle astrale, née le même jour et la même année que moi, c'est bien sûr Britney Spears. Hein, voilà. Hein, donc, Britney, voici Britney. Hein, voilà. Et donc, elle et moi, nous avons un autre point commun, c'est que je crois ni elle ni moi ne savons chanter. Non, non j'ai rien dit. Hein, mais, non. Mais ce que je veux dire par la blague mise à part, c'est que Britney a eu, dès le plus jeune âge, un succès fou, mondial. Toutes les unes des journaux étaient consacrées aux moindres faits et gestes de Britney. Hein. Voyons où ça a mené, quoi. Voyez. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, même si vous êtes une personne extrêmement ambitieuse, rêver d'avoir 1/100 du succès qu'a eu Britney, quoi. Mais est-ce que ça a été positif pour Britney? Si elle avait été en situation de handicap, je suis sûr qu'elle se porterait beaucoup mieux qu'elle ne se porte actuellement. Voyez. Dans ma petite vie, ça fait maintenant plus de 20 ans que j'ai la chance de me balader à travers le monde dans l'univers du handicap. Je ne l'ai pas recherché, mais il se trouve que j'ai rencontré des grands de ce monde. On m'a fait rencontrer quantité de prix Nobel, de milliardaires, de chefs d'État. J'ai même rencontré Gorbatchev au chiottes. C'est vrai en plus, quoi. Hein. Bon, bref. Mais ce qui m'a par contre toujours frappé, c'est de voir la détresse personnelle de beaucoup de ces gens. J'ai des étudiants qui ont des handicaps très très lourds, mais qui sont beaucoup plus positifs et beaucoup plus équilibrés dans leur vie que quantité de grands de ce monde, quoi. Hein? Moi, ça me laisse toujours songeur. Et donc, c'est pour ça que je dis, et ce n'est absolument pas une boutade, que si vous êtes en situation de handicap, votre mission, c'est de remonter le moral aux gens valides. Et oui, et c'est là qu'on arrive à une petite histoire japonaise. Là, ça sera la dernière. Est-ce que quelqu'un parmi nous aime la culture japonaise? Oui, très bien. Est-ce que vous connaissez Rilakkuma? On va le découvrir ensemble. Rilakkuma, c'est la mascotte nationale du Japon, quoi. Hein. Si vous allez au Japon, dans les pays de culture japonaise comme Taïwan, il est partout. Sur les murs des maisons, dans les trains, partout, vous verrez ce visage-là de ce nounours très spécial, un visage impassible, il ne sourit jamais, quoi. Il a toujours la même tête. Hein. Dans le monde de l'autisme, on connaît ça, soit dit au passage. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, ce petit nounours, dans la vie? La réponse est simple, il ne fait rien. Ou plutôt si, il ne fait que manger et dormir. Hein. Ça, c'est un peu un fantasme pour moi, quoi. Hein. Et son nom veut dire ça, Kuma en japonais c'est l'ours ou le nounours, et Rilak, ça vient de relax, hein, donc littéralement c'est le nounours qui se relaxe, quoi. Hein. Donc il ne fait que bouffer et dormir, quoi. Hein. Et il a, petit à petit, on lui a ajouté des camarades, alors il y a Korilakkuma, donc je ne sais pas quel est le féminin de nounours, mais c'est un peu la version féminine, donc Korilakkuma dit littéralement la petite Rilakkuma, et un poussin hyperactif qui agite constamment des ailes, quoi. Hein. Mais qui n'est pas, je dirais, productif sur le plan purement économique. Et comme Rilakkuma est devenu une sorte de star, il y a une série Netflix qui est arrivée, qui s'appelle Rilakkuma et Kaoru, quoi. Hein. Qui est Kaoru? C'est une jeune japonaise, vous la voyez ici ou là. Kaoru n'a pas de handicap. Hein. Elle est représentative, on va dire, de la population générale. Hein. Elle a un emploi, elle travaille dans un bureau, mais ça ne l'intéresse pas du tout. Elle le fait juste pour bouffer, quoi. Hein, voilà. Et elle est très très seule, Kaoru, quoi. Elle essaye d'inviter ses collègues à la maison, personne ne vient, donc elle se trouve de plus en plus seule, elle commence à devenir dépressive. Sauf qu'un jour, en rentrant du boulot, surprise, il y a ce nounours qui s'est installé chez elle, quoi. Et donc un nounours qui ne fait que bouffer et dormir. Donc Kaoru est très perturbée parce que ça, c'est pas une formule de ménage qu'elle avait imaginée, quoi. Hein, voilà. Et donc elle essaye de le faire travailler, mais il est très lent, maladroit, il ne parle pas, quoi. Donc c'est très compliqué. Aucun employeur ne veut de Rilakkuma, quoi. Hein. Et donc, mais petit à petit, il y a une relation qui se crée et ce ménage tout à fait atypique se met en place, quoi. Hein. Et un an après, Kaoru fait le bilan et elle comprend que maintenant, grâce à ce personnage-là, elle est épanouie.
Et que, en fait, celui qui économiquement, a priori, était considéré comme non productif, qui ne parle pas, devient indispensable au fonctionnement de tout le monde, quoi. Vous voyez, c'est une très belle histoire. Hein? Voilà. Donc, si jamais vous avez un petit instant et que vous aimez les séries, je vous recommande Rilakumaka. Hein? Et encore une fois, je dirais les compétences réelles des gens ne sont en général pas celles que l'on croit. Et voici, je ne suis pas suisse, mais j'aime bien cette phrase. Elle figure dans la Constitution suisse. Hein. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Hein, et ça ne veut pas dire qu'il faille jeter une piécette au clodo et que tout sera bien. C'est pas ça le sens de la phrase. Le sens de la phrase, c'est qu'on a besoin de la présence de l'autre, de la personne qu'on avait voulu exclure justement pour faire société. Et c'est pour ça d'ailleurs, à mon avis, que le handicap existe. C'est que justement, pour que la société humaine puisse continuer à fonctionner, on a besoin de tous les profils. Alors, merci beaucoup à vous. C'est compliqué de parler après. Il va falloir conclure, c'est pas facile de parler après vous. Est-ce qu'on fait des questions-réponses? Vous avez des remarques, des questions? La première est toujours un peu difficile, mais... Oui, merci. Merci. Je voulais d'abord remercier Biomérieux d'avoir organisé cet événement concernant l'autisme pour sensibiliser surtout les collaborateurs. Et je remercie aussi l'école ATIS d'exister. C'est vrai qu'il y a 20 ans, les autistes devaient s'adapter à l'école et leur activité extrascolaire se résumait plutôt à l'orthophoniste, ergothérapie et psychologue. Aujourd'hui, grâce à l'école ATIS, eh bien, tout est intégré et ça, c'est vraiment très, très positif. Je tiens à remercier aussi M. Chovanec pour votre intervention. Je suis très contente de vous voir en face à face. Je vous suis sur les réseaux sociaux, étant donné que je suis la maman d'un enfant autiste qui a aujourd'hui 24 ans. Et je voulais juste faire écho par rapport à ce que vous avez dit concernant le recrutement. Un jour, mon fils Mohamed est rentré le soir. Il m'a dit, maman, lors de mon entretien, eh bien, le recruteur a été surpris de ma réponse. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui a dit aussi que c'était la première fois depuis toute sa carrière qu'il avait entendu ce type de réponse. Et la question était la suivante. Mohamed, qu'est-ce qui te réveille le matin? Mohamed a répondu, mon réveil. Alors, je vous laisse juste imaginer le recruteur. Je pense qu'il s'attendait à ce que j'ai visité votre site et si votre activité, elle était tellement passionnante, je suis très motivée, j'ai la niaque, et pas du tout. Mohamed autiste, il répond littéralement à la question qui lui est posée. Certes, aujourd'hui, et comme je le dis toujours, c'est toujours bien d'en parler, que ce soit dans les écoles, dans les entreprises. C'est vrai qu'il y a beaucoup encore de choses à faire, mais le combat aujourd'hui, que ce soit de nous tous, parents, et aussi au sein aussi de Biomérieux, c'est de faire en sorte que les enfants aujourd'hui, qu'ils aient confiance, qu'ils ont le droit donc de rêver et de se dire que c'est possible, alors que la plupart des gens vous disent, parce que vous êtes autiste, eh bien ce n'est pas possible. Merci encore. Tu voulais poser une question, là ? Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'avais juste un souhait, c'est d'en savoir un peu plus sur vous, parce que vous n'êtes pas présenté. Et voilà, par curiosité, pour comprendre votre engagement et toutes les missions que vous entreprenez, visiblement dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est gentil de vous intéresser au petit cas de votre serviteur, mais, mais je ne suis pas très doué pour les autoprésentations. Donc disons que on n'aurait pas misé un copec sur moi quand j'étais plus petit. Ça c'est clair et net. Mais je ne suis pas forcément allé toutes les années à l'école. Vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai eu la chance d'avoir donc des parents
instruit une grande sœur qui est maintenant prof de japonais, ça ne s'invente pas, quoi. Bref, et donc j'ai pu quand même apprendre un certain nombre de choses. Alors, dans les années 80, on n'y avait pas de programme pour les enfants autistes à l'école. Alors c'est horrible à dire, mais peut-être que c'est mieux que je n'ai pas eu de diagnostic parce que ça aurait été totalement éliminatoire à l'époque. Donc, voyez. Mais donc, ensuite, suite à divers concours de circonstances, j'ai fait des études de philo. Alors, on dit que quand tout va mal dans la vie, on fait philo, hein, c'est un petit peu ça. Puis, bon, j'ai aussi été rédacteur pour Homme Politique. J'ai travaillé au service de la ministre Ségolène Neuville à une époque qui était la ministre des Personnes handicapées. Maintenant, ça fait déjà un certain nombre d'années que je travaille à l'université de Louvain en Belgique. Donc, je suis le prof de philo particulier des étudiants en situation de handicap. Mais à côté de ça, je reste avant tout militant associatif. C'est-à-dire, j'ai la chance de rencontrer des gens à travers le monde. Et là, je dois filer à Maurice parce que on a le pôle autisme océanien comme chaque année, le 2 avril, enfin le 3 avril, le temps du trajet, un événement. Et puis, je dirais, c'est dans le monde du handicap, l'un des drames, c'est que les gens ne connaissent pas ce qui se passe ailleurs, quoi. Pourtant, à travers le monde, il y a d'excellentes solutions qui existent, quoi. Et donc, on n'a pas ce brassage d'idées ou pas assez en termes d'inclusion professionnelle, quoi. Voyez. Juste, vous parliez juste, je me permettrai d'ajouter une anecdote au niveau des blagues autistiques dans l'emploi. J'ai un ami qui a une entreprise où il y a à peu près 80% de gens autistes qui travaillent. Et donc l'autre jour, il a un problème. C'est que l'alarme de la boîte se déclenche le dimanche à 3 heures du matin. La nuit de samedi à dimanche, 3 heures du matin, l'alarme se déclenche. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les autistes qui veulent à tout prix aller bosser. Ils essayent de forcer la porte de la boîte, quoi. Mais oui, parce qu'ils veulent bosser la nuit de samedi à dimanche, quoi. Donc, je dirais, c'est uniquement si vous avez des collaborateurs autistes comme ça que vous aurez ce genre de soucis, quoi. Ou qui voudront, par exemple, à tout prix passer la nuit au bureau, parce que c'est un peu bête de rentrer chez soi le soir, de revenir le lendemain en tant rester sur place, non? On est d'accord, voyez. Et donc, on voit que c'est une toute autre vision du monde. Et très rapidement, on ne sait plus qui est handicapé, qui ne l'est pas. Et ça, c'est fabuleux. Je confirme le début, votre présentation, je confirme qu'effectivement vous êtes passionnant. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que vous êtes très très passionnant tout ce que vous nous avez dit. Vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Oui? Oui? Alors, c'est comment aider les personnes diagnostiquées TSA à trouver leur talent? Waouh, c'est une super question. Et en fait, il faut commencer dès l'enfance à réfléchir sur ça. C'est très simple avec les enfants autistes. On regarde l'enfant autiste faire sa vie et on voit très vite ce à quoi il ou elle va consacrer le plus clair de son temps, quoi. Voilà. Et très rapidement, on identifie quelles sont les compétences mobilisées en termes de, par exemple, mémoire, de classification, de vision du monde, capacité d'interaction. Et très rapidement, on fait, je dirais, le profil des forces de la personne. Et ensuite, on trouve un métier qui va correspondre à ce que la personne aime faire, veut faire. Et très rapidement aussi, on va constater que la personne soit verbale ou pas, qu'elle parle ou pas, c'est à la rigueur presque secondaire. Vous savez, il y a des gens qui ne parlent pas et qui ont des formes d'intelligence absolument remarquables. Et mettre en valeur les compétences des gens qui ne parlent pas, je crois que ça, c'est l'un des horizons les plus fascinants qu'on puisse avoir dans la vie. Voyez, j'ai pu, à titre personnel, fréquenter quantité de personnes non verbales, donc
qui ne parlent pas du tout, que tout le monde avait considéré comme tout à fait bêtes et inaptes à tout, et qui en fait ont appris, qui exercent des postes, je dirais, à très forte compétence technique dans divers domaines. Hein. Donc je crois que ça c'est l'un des horizons, quoi, hein, de ne pas rester bloqué sur des facteurs finalement tout à fait superficiels comme la production de baratin fluide ou la coiffure de la personne ou des choses comme ça, quoi. Merci. Ça doit certainement être vrai aussi qu'on ait un TSA ou pas. C'est-à-dire que c'est la vision du monde, c'est ce que vous disiez, c'est la vision du monde qu'il faut changer. Absolument. Et l'approche... Et s'il y a quelque chose que les gens handicapés peuvent apporter aux autres, c'est d'aider la société de façon générale à être moins, on va dire, stigmatisante ou bêtement excluante. Je ne citerai pas la boîte, mais on avait travaillé avec une grande banque française, peu importe les détails, qui avait voulu s'ouvrir davantage à la diversité, très bien. Et on avait remarqué que tout le management, tous les cadres dirigeants étaient issus de la même business school. Mais ça, on ne l'a constaté qu'après avoir fait la démarche inclusion handicap, quoi. Hein. Comme quoi, j'allais dire, le handicap profite à tout le monde. D'autres remarques? Oui, Karine. Merci. Alors merci à tous, hein, au Fonds de dotation pour avoir permis cette conférence, à Atis pour tout le travail fait. Et merci à vous pour cette présentation. Moi, ce que j'en retiendrai, j'espère que tout un chacun retiendra ça aussi, c'est que c'est important pour tous, en fait, d'avoir une vision bienveillante des choses, de prendre du recul et de pas toujours s'arrêter à ce qu'on peut voir à la première intention. Et c'est souvent un biais qu'on a tous, êtres humains, etc., et que c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai dans la vie de tous les jours. Donc cette notion, moi vraiment ce que je retiens de votre présentation, c'est justement de cette ouverture à l'autre et à la bienveillance qu'on doit tous avoir. Donc merci pour ce message extrêmement positif et clé pour tout un chacun dans notre vie personnelle et professionnelle. Merci à vous. Si je peux, juste une petite anecdote scolaire, hein, ça sera peut-être... On dit que la vérité sort de la bouche des enfants, donc on va garder, je dirais, les paroles des enfants un peu pour finir, si vous le permettez. C'est une histoire vraie. Hein, ça se passe dans une petite classe. Il y a des enfants non autistes et un enfant autiste. Hein, et ils jouent à la dinette. Ou plutôt, ce sont les gamins non autistes qui jouent à la dinette et ils ont exclu leurs camarades autistes, quoi. Hein. Donc, bon, on essaye de retrouver une solution. Donc on demande aux enfants non autistes, mais pourquoi est-ce que vous ne jouez pas avec votre camarade là, vous l'avez exclu? Et les enfants qui répondent, ha ha ha, il est tout bête, il sait pas jouer à la dinette. Ok, bon, bref, on prend l'enfant autiste de côté et on lui dit, mais pourquoi tu ne joues pas avec tes camarades, hein? Et là, l'enfant autiste, vous voyez, avec le fameux ton de voix plat et le regard fixe qui répond, ils sont bêtes, ils ont des bouts de plastique et ils croient faire la cuisine. On est toujours l'idiot de quelqu'un, quoi. Merci. Merci pour ce mot de la fin, et c'est très vrai, je trouve. Moi, j'ai appris plein de choses pour le futur accord, parce que je pensais qu'on était un employeur extrêmement inclusif. Je me rends compte que peut-être on a encore plein d'efforts à faire, donc c'est super, ça m'a pas mal alimenté. Merci à tous vraiment d'être venus. J'espère que vous avez appris des choses et que vous allez pouvoir porter la bonne parole et que vous avez passé un bon moment. Sophie, je te reprends la parole ou pour clôturer? Merci. Je voulais juste dire merci aussi aux organisatrices, Stéphane, Cécile, toi. Un grand merci à toutes les équipes qui ont permis d'organiser cette belle rencontre. Merci à vous d'être venus aujourd'hui. Quelle chance pour nous de vous avoir avec nous, c'est vraiment un grand honneur. C'est aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation, mais c'est tous les jours qu'on doit rester sensibilisés, mobilisés, et je crois qu'on a tous à cœur de le faire. Voilà. Je voudrais être rejointe brièvement par Alice et Carole, qui sont les partenaires de projet de l'école Atis et qui font un super boulot.
Remercier également Justine qui est ici. Justine, viens s'il te plaît, parce qu'elle a fait énormément pour organiser aux côtés de l'équipe RH. Merci à tous, l'équipe handicap. Vous informez aussi que si vous avez des questions, je ne me rappelle plus, Christophe, pardon, et Lisa sont disponibles pour répondre à vos questions, vous présenter un peu plus en détail l'école Atis. Et enfin, pour terminer, aujourd'hui sur Bob, il y a un article en fait qui a été publié avec des témoignages extrêmement inspirants que je vous invite vraiment à découvrir. Donc, le témoignage d'Aurélie et d'Annabelle sur l'école, l'association, etc. Et notre Maria, que je vous demande d'applaudir bien fort parce que c'est une super vidéo. Je vous invite vraiment à aller la regarder. Vraiment un grand merci à tous. Merci pour tout ce que vous nous avez offert aujourd'hui. C'est un grand cadeau. Et puis on se revoit l'année prochaine parce que chaque année, on refait cette journée parce que c'est trop bien. Voilà. Merci beaucoup.